Les experts sur BFM Business. Allez, c'est parti. Les experts, débats et controverses sur BFM Business. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Poitrinal. Bonjour Guillaume. Bonjour. Fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Face à vous, Thomas Grébine. Bonjour Thomas. Bonjour. Professeur à Sciences Po, responsable du programme macroéconomie et finances internationales au CEPI. Et puis Mathieu Jolivet. Bonjour Mathieu. Bonjour Raphaël. Rédacteur en chef BFM Business. Avant de commencer, bien sûr, ce rappel très important. Demain soir se tient la soirée de l'année, les BFM Awards en direct sur l'antenne dès 18h30 pour le Before. Et à 20h, ne ratez pas la cérémonie. Ce sera évidemment en direct sur BFM Business. Demain, 20h, les BFM Awards. Pour commencer, parlons croissance et bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est les BFM Awards demain à 20h. La seconde, c'est que la croissance française tient bon finalement. Ça fait quand même un an maintenant, depuis juin 2024 et la dissolution ratée, qu'on se dit que c'est compliqué, que le bazar politique va entraîner peut-être une récession, en tout cas coûtera cher à la croissance française. Eh ben non, Thomas Grébine, j'ai envie de commencer avec vous. L'INSEE a publié les comptes du troisième trimestre, c'était vendredi. Finalement, plus 0,5%. La croissance française ne fait qu'accélérer depuis le dernier trimestre 2024. Oui, alors c'est pas l'euphorie, mais c'est vrai qu'on a déjà un acquis de croissance. Faut nourrir l'optimisme un peu de temps en temps, Thomas. De 0,8 points de PIB, donc c'est pas mal. Non, mais 0,5. Bon. Oui, mais sur l'année, on a Étonnant. déjà. Donc c'est sûr que c'est pas mal. Comme vous venez de le dire, c'est tiré en partie par les exportations et parce qu'on a fait des bonnes ventes d'aéronautique en partie vers certains pays du Moyen-Orient, donc dont les exportations étaient multipliées par 4 en valeur. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Merci Airbus. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'emploi tient. Donc, il y a une légère dégradation de l'emploi, mais ça reste relativement stable. Et ce qui est intéressant quand on regarde les chiffres de l'emploi, c'est que certes, toute la partie apprentissage, il y a une dégradation des chiffres de l'emploi liée aux baisses d'effectifs dans l'apprentissage, mais ce qui tient et ce qui permet d'avoir des chiffres meilleurs que prévu sur l'emploi privé, c'est l'emploi des seniors. Et donc ça, c'est un peu aussi une bonne nouvelle. Ce qui tire les bons chiffres dans l'emploi, entre guillemets, c'est l'emploi des seniors. Et ça, alors il y a pas de preuve, mais c'est en partie la conséquence de la réforme Borne des retraites quand vous allongez la durée de cotisation, vous voyez un lien positif vers le taux d'emploi des seniors, et c'est ce qu'on semble observer dans les derniers chiffres. Et peut-être juste un chiffre aussi pour relativiser la dégradation de la situation. C'est vrai qu'on est souvent assez catastrophiste. Depuis 2019, il y a quand même plus de 1,2 million d'emplois salariés qui ont été créés. Donc malgré la crise Covid, malgré la crise inflationniste, l'emploi salarié a quand même augmenté de 5%. Donc c'est quand même une bonne nouvelle et ça montre que l'économie française est relativement résiliente. Ce qu'on voit aussi, c'est que je trouve une très bonne nouvelle, c'est que l'investissement manufacturier repasse dans le vert pour la première fois depuis le début de l'année. Ouais. Ça veut dire que tout le discours, Guillaume Patrimoine, qu'on entend quand même beaucoup depuis la REF, c'était le sujet de la rentrée au MEDEF, le chaos politique allait obérer l'investissement et l'emploi. Mais on voit que finalement, attention les amis, il y a un effet de latence dans l'investissement. Surtout en France, qui est un pays très compliqué du point de vue administratif. Entre le moment où le patron dit « je construis l'usine » et le moment où l'usine ouvre, il y a quand même un effet de latence. Donc aujourd'hui, vous avez des investissements qui sont comptabilisés, qui correspondent à des décisions d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans ou d'il y a 5 ans. Notamment en immobilier, c'est toujours le cas. Donc il faut faire très très attention à l'effet de timing. L'autre chose que je voulais dire là-dessus, c'est que, évidemment, il y a beaucoup de gens, et les politiques vont être les premiers à dire, à nous comparer aux autres pays européens, en disant, par rapport à l'Allemagne, on fait quand même mieux, etc. Sauf que, manque de bol, ces 0,5, 1%, 1,5% de croissance, on les emprunte. C'est de la croissance à crédit. C'est-à-dire qu'en fait, on appelle sur le marché 5% de notre PIB, on emprunte 5% de notre PIB, qui sont autant de ressources que nous mettons à l'œuvre pour subventionner la consommation et marginalement l'investissement public, mais beaucoup la consommation. Et donc, en fait, nous empruntons cette croissance sur le dos de nos enfants. Et c'est ça la grosse différence. Et on ne peut pas être fier, heureusement qu'on a encore un petit bout de croissance, alors qu'on emprunte à 5%, c'est-à-dire alors que l'État dépense 150 milliards d'euros de plus que ce qu'il gagne.
heureusement qu'on a encore un petit peu de croissance. Et le bon exercice à faire, si j'étais économiste et professeur à Sciences Po, ce que je ne suis pas, c'est de faire un pro-forma de ce que serait la croissance française si on était à l'équilibre de nos comptes. Je ne parle pas de commencer à rembourser la dette qu'on a, mais juste à l'équilibre de nos comptes publics. Je ne sais pas à combien est-ce qu'elle serait. J'ai une question directe, Thomas Grébine. Et puis après, je viens vers vous, Mathieu Jolivet. C'est une bonne question, mais c'est difficile à mesurer. Après, moi, je suis d'accord que notre modèle de croissance est à bout de souffle. Que c'est vrai que notre croissance est en partie à crédit, et je pense que c'est pire, c'est le fait que, comme on n'arrive pas à maîtriser sur longue période nos dépenses, ça fait qu'on a aussi un taux d'imposition qui est plus élevé que chez nos voisins, et ça aussi c'est un facteur qui étouffe notre croissance. Oui, parce que là on a fait les bonnes nouvelles, Mathieu Jolivet, mais enfin il y a des mauvaises nouvelles aussi. Les bonnes nouvelles c'est plutôt côté entreprise, c'est que ça tient encore. Mauvaise nouvelle c'est côté des ménages. Ce que l'INSEE nous dit, c'est que le pouvoir d'achat repart à la baisse. Pourquoi ? À cause des impôts et des hausses de cotisations. Oui, en fait, il n'y a pas de quoi fanfaronner. C'est sûr que là, c'était une bonne nouvelle sur la croissance, mais pour moi, c'est plus une piqûre de rappel, ce que vous disiez très bien, Guillaume Poitrinal, qui nous montre que la temporalité n'est absolument pas la même entre l'économie et le politique. Oui. Aujourd'hui, la croissance française, c'est un paquebot qui est lancé avec une certaine inertie. Quand vous décidez de construire une usine, quand vous voulez investir en général, c'est des plans à 5 ans, à 10 ans. Nous, le choc, le début, le péché originel, ça a été quoi? La dissolution il y a 18 mois. Donc évidemment que le paquebot est toujours en marche, est toujours lancé. La réalité, c'est aussi qu'on a une croissance qui repose sur des piliers qui sont assez timides et pas foufou. Vous prenez le pilier de la consommation, oui, qui est très fort en France. La réalité, c'est qu'on a des ménages, effectivement, qui ont le sentiment d'avoir une fiscalité qui augmente plus vite que leurs revenus. C'est le sentiment ou c'est la réalité? Les chiffres nous montrent que ça commence à être la réalité. Voilà. Ouais. Donc, ce n'est pas qu'une perception. Résultat, on est dans un pays qui épargne beaucoup trop, qui va épargner peut-être un peu plus, qui va consommer un peu moins, sachant que c'est un point important de notre PIB. Donc oui, si vous regardez la photo macro, le paquebot est toujours bien lancé, mais parce qu'effectivement, un Airbus A320 ou un sac Hermès, ça ne se vend pas au Palais Bourbon. Ça, c'est quelque chose que vous allez vendre en Chine ou aux États-Unis. L'autre réalité qui est un peu moins belle, c'est que la France s'est privée de toute marge de manœuvre budgétaire, que cette crise politique, qui pour l'instant n'a pas de lien direct avec l'économie, elle va commencer à se pricer sur le marché obligataire. Ça risque de faire très mal au moment où l'Allemagne va devenir un concurrent direct sur les marchés de la dette. Et si on parlait de nos voisins, on est aussi dans une séquence où vous avez nos amis italiens qui hier étaient les 7e exportateurs mondiaux et aujourd'hui on fait une remontada à la 4e place. Vous avez Milan qui devient la capitale mondiale de tous les milliardaires et de toutes les grandes fortunes. Vous avez le Portugal qui, sauf erreur de ma part, a voté de manière spectaculaire un budget excédentaire. Un pays qui, il y a encore quelques années, était rangé dans les pays du Sud, sous perfusion du FMI. Voilà. Et en fait, on a autour de nous, la leçon, c'est qu'on a autour de nous pas mal de pays avec des histoires différentes, mais qui ont un lien commun, c'est qu'ils ont tous fait des réformes structurelles qu'on n'arrive pas à engager chez nous. Et ça, c'est quelque chose qui risque de se pricer sur les marchés, qui là pourra faire très très mal. Donc ça va bien, mais jusqu'à quand? On pourrait ajouter la Grèce qui va rembourser avec 2 ans d'avance les emprunts contractés lors de la crise de la zone euro à Paris. Mais les taux, Thomas Grébine, franchement, les taux souverains sur la France, pour l'instant, ça bouge pas. Hein. Non, ça bouge pas depuis septembre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais je suis d'accord parce que le risque, c'est pas tellement une crise de la dette souveraine, et surtout qu'on n'a pas de déficit courant très important. On n'a pas un déficit extérieur total qui est si important. Il faut rappeler ce qu'est le déficit courant, Thomas. En gros, nos auditeurs. En général, quand on parle de déficit extérieur, on pense au déficit commercial, c'est-à-dire le déficit des biens. Le déficit courant, ça prend en compte aussi, notamment les déficits des services, enfin, ou l'excédent des services, que ce soit le tourisme ou les services financiers. Donc, c'est vraiment votre position. Et l'un dans l'autre, la France tient plutôt pas mal.
c'est pas terrible. Correctement. C'est pas terrible, mais on est plus ou moins à l'équilibre. À peu près. Ouais, donc on est très loin, par exemple, de la Grèce, qui dans les années 2010 avait un déficit courant de près de 10 points de PIB. Donc nous, on est entre moins 0,5 et moins 1. C'est moins 1 point de PIB ces 10 dernières années. Donc c'est pas terrible, mais c'est pas catastrophique. Il y a un autre point que je voulais souligner, c'est aussi sur l'essoufflement de notre modèle de croissance. C'est le fait que pendant des années, on a eu un peu la construction, le marché immobilier qui a tiré la croissance française. On se souvient que notamment il y a une dizaine d'années, le ministre des Finances, Michel Sapin, disait le problème de la croissance en France, c'est la construction. Donc ça fait il y a longtemps, mais c'est juste... Or, ce qu'on observe depuis 3 ans, c'est quand même une chute des prix immobiliers comme on n'en a pas connu depuis 30 ans. Guillaume pourra nous en parler. Guillaume dira pas, mais plus importante. Il y a un marasme de la construction plus important que dans les années 90 et plus important même qu'après la crise de 2007. Et quand on regarde les chiffres de la construction aujourd'hui, on construit quand même toujours 30% de moins qu'avant 2022. Vous prenez la période 2017-2022, aujourd'hui, tendanciellement, on construit 30% de moins. Et ça, c'est quelque chose dont on parle un peu moins, mais qui est aussi quelque chose qui pénalise notre croissance, quoi. La crise actuelle est pire que celle du début des années 90. Oui, elle est pire, oui. Elle est pire. Et là, en fait, c'est assez amusant. Je vous parlais tout à l'heure de l'effet de latence, en fait, de l'économie. Les carnets de commandes des entreprises du BTP, 24, 25, sont encore pas mal, parce que ce sont les mises en chantier d'il y a 3 ans. Ouais. Le pire est encore à venir. On va finir par prendre faut donner du Prozac à la sortie de ce studio. Mais le pire est encore à venir. Lucide, c'est ce que je dis toujours. Ouvrons les yeux. Puisque, en fait, honnêtement, le carnet de commandes du BTP, 26, 27, 28, j'ai parlé encore à un patron d'entreprise moyenne là ce week-end, il est très inquiétant. Il n'y a aucune visibilité. Il n'y a aucune visibilité, qu'il s'agisse d'ailleurs d'investissement immobilier privé ou d'investissement immobilier public. Parce que là encore, on va faire des économies et on va se serrer la ceinture sur les dépenses d'investissement. Oui. Donc on est, après avoir ouvert le portefeuille comme rarement en fait dans l'histoire de France, et avec les plans de relance, avec le métro du Grand Paris, avec des tas de dépenses d'infrastructures absolument somptuaires. Je vous recommande d'aller voir la gare RER-E de la Défense, qui est magnifique. Même la Russie n'aurait pas rêvé de ça à la grande époque de Brejnev. Donc il y a du marbre, il y a de l'inox, c'est magnifique. Pas du marbre, il y a du coriandre, il y a de l'inox, il y a du bois debout en bambou, c'est absolument magnifique. Donc on a eu cette période de grandes dépenses publiques. Chacune des gares du Grand Paris a été faite comme un objet d'art. Vous allez les voir, elles sont magnifiques, chacune par un architecte différent. Alors que Fulgence Bienvenue, entre 1901 et 1905, pour faire les 4 premières lignes de métro, vous avez compris, il avait pris un seul décorateur et toutes les gares de métro étaient toutes les mêmes. Mais c'est là pour 100 ans, Guillaume, c'est de l'investissement. Donc on va avoir cet effet retard, et je partage votre inquiétude sur l'immobilier. L'immobilier, non seulement c'est normalement un gros tracteur de croissance économique. Le problème de l'immobilier, c'est quand vous arrêtez de faire de la construction, vous créez des inégalités en plus entre générations, parce qu'il y a ceux qui sont logés, c'est-à-dire la génération d'avant, il y a la génération qui arrive qui n'arrive plus à se loger. Et 30% plus cher aujourd'hui, on a une pièce en moins, oui, Thomas Grébine. Et surtout que là, on revient aussi sur la faiblesse de marge de manœuvre budgétaire, parce que qu'est-ce qu'on a observé ces 30 dernières années, c'est que lorsque vous aviez un ralentissement du marché immobilier et de la construction, en fait, vous aviez un soutien budgétaire. On se souvient, sous Hollande, par exemple, en 2014, vous aviez ce marasme dans la construction. Le président Hollande voulait relancer le marché de la construction, et qu'est-ce qui avait été fait? C'était notamment d'élargir le prêt à taux zéro à l'époque, et c'était une façon de solvabiliser les ménages. Et donc, en fait, on a très souvent fait ce genre de sous Sarkozy. On a très souvent, dès qu'il y avait un ralentissement de la construction, en fait, on essayait de donner plus d'argent aux ménages pour qu'ils puissent plus facilement acheter. Or, aujourd'hui, comme les caisses sont vides... Et puis surtout les taux ont remonté. Si on veut relancer l'immobilier, c'est assez simple. D'abord, on remet un vrai statut du bailleur privé, parce que les Français adorent investir dans l'immobilier. Vous dites aux Français... C'est pas vraiment ce qui se fait. Non, mais aujourd'hui, il faut savoir que pour quelqu'un qui paye l'impôt sur la fortune immobilière, d'accord, s'il achète un studio pour le louer à un étudiant, il est en rendement négatif. Oui. Donc, entre les impôts qu'il va payer sur sa fortune immobilière et les impôts qu'il va avoir sur le peu de revenus locatifs qu'il va avoir, il est en rendement négatif. Donc,
il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait plus d'investisseurs en immobilier. On les a tués avec les taxes. Donc, on n'a plus d'investissement privé en immobilier. Donc ça, c'est la première chose. Emmanuel Macron considérait que c'était une rente. On n'a plus les sparadraps qu'on avait autrefois, en effet, le Pinel, le truc, etc., qui faisait que quand même, il y avait une petite niche fiscale un peu compliquée à comprendre, mais enfin, qui quand même motivait de l'investissement. Et puis après, on a la complexité administrative qui vient peser sur l'acte de construire comme jamais dans l'histoire de la République, avec la démultiplication des autorités que j'ai dénoncée ici tellement souvent, le PLU qui n'appartient plus à monsieur le maire qui ne fait plus que le permis de construire, les autorités administratives, les autorités environnementales, les impératifs à droite et à gauche, et puis pour finir, il y a l'impôt, juste la taxe sur les promoteurs, parce que d'abord, on va vous prendre 20% de TVA, y compris le foncier. Oui. Alors je vois pas où est la valeur ajoutée entre acheter du foncier et revendre du foncier, parce que vous revendez du foncier de la construction, mais il y a 20%, y compris sur le foncier, ce qui est absurde. D'accord, dans le truc. Et puis après, il y a les impôts de production sur l'outil productif qui sont très différents du reste de l'Europe. Juste un mot, je trouve ça toujours intéressant de regarder ce qui se passe à côté de chez nous. Et c'est vrai que, là, vous le dites en ce moment, on a des chantiers qui sont à l'arrêt, on a très peu de grands projets d'infrastructure. Et il y a, dans le même temps, des données qui changent un peu la donne, qui sont fondamentales. Notamment, à côté de chez nous, vous avez l'Allemagne qui met sur la table 300 milliards pour relancer les grands projets d'infrastructure. Et une autre donnée que j'ai appris il n'y a pas longtemps, Shanghai, vous avez en 2 ans, ils ont construit plus de lignes de métro que New York en un siècle. Oui. Il y a un papier formidable sur le grand continent, je crois, qui reprend beaucoup de statistiques absolument dingues sur la Chine. On va parler de la Chine, mais en fin d'émission. Là, on est parti.